toutes et à vous tous d'être là aujourd'hui pour la signature de cette convention de partenariat entre le Chanvre en Nouvelle-Aquitaine et puis ODIS. Dans ce milieu-là où effectivement on profite de l'occasion pour avoir de belles démonstrations. Et je remercie, je vois notre projeteur là-bas qui nous a fait une belle démonstration tout à l'heure. Donc je crois véritablement pour nous, il est important dans le réseau ODIS de faire la promotion comme ça de toutes ces technologies nouvelles et anciennes, d'accord, et qui permettent d'avoir des modes de construction plus éco-responsables en tous les cas, et nous en sommes convaincus. Donc pour nous, c'est important de soutenir cette filière que l'on soutient depuis de nombreuses années, puisqu'on a déjà réalisé il y a quelques années un livre sur le chanvre, et je crois véritablement qu'il faut qu'on soit tous conscients, fiers de ce qui se fait dans ces méthodes-là de construction. Et puis notre confiance que l'on aura va rassurer à la fois les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre pour mettre et préconiser ces solutions, et puis également donner envie aux entreprises de se lancer sur ces technologies qui nous paraissent essentielles pour l'avenir, puisque je crois que l'avenir est fait de mixité de technologies. Il n'y a pas une technologie qui sera meilleure que les autres, mais c'est le bon emploi au bon endroit qui fera qu'on réussira le pari de la transition énergétique. Et voilà ce que je nous souhaite tous, c'est-à-dire de vivre dans un monde où on fait plus que de construire, mais on fait des lieux où il fait bon vivre. Et je crois que c'est ça qui est notre ambition à nous tous qui participons à l'émergence de cette filière. Donc voilà, merci en tous les cas à vous tous. Merci à vous. Et puis je passe la parole au président de Chanvre de Nouvelle-Aquitaine. Ah, alors moi j'ai préparé un petit texte parce que j'avais envie d'oublier personne. Bon, merci à tous d'avoir organisé cette rencontre, monsieur le vice-président Rioux, monsieur Philippe. Merci pour vos mots, merci d'être ici aujourd'hui pour soutenir cette filière qui, j'espère, permettra de réaliser vos rêves. Un projet se construit à plusieurs avec les forces de chacun. La raison que je remercie vivement de soutenir financièrement, moralement, nous montre le champ des possibles, qu'il y a un champ des possibles qui existe et qui éclaire cette route. Avec vous, on a 5 départements qui ont été ouverts en 2022, 3 départements en 2023. On remercie toute l'équipe et particulièrement Virginie Thomas avec qui je suis en contact régulièrement et qui a une énergie positive qui nous anime. Monsieur Rioux, je vous remercie d'être venu assister à cette démonstration car finalement ce qui nous intéresse c'est le concret. Quand on met des sous de l'énergie quelque part, on a envie de savoir et de comprendre ce qu'on en fait. Vous avez un exemple par cette petite fenêtre aujourd'hui. On me dit que vous comprenez vite les situations, les besoins, les intérêts de chacun. Que vous amenez les projets au bout car il n'y a ni temps d'énergie à perdre en ce monde, surtout en cette période où on doit amorcer des changements radicaux. Je suis bien heureux de savoir que nous vivons les mêmes envies. Merci monsieur Philippe Penaud aussi d'avoir participé à nos groupes de travail, d'avoir rassemblé des acteurs, de nous faire profiter de tout le travail que vous avez réalisé depuis tant d'années sur la thématique qui nous est chère, la biodiversité, le bien-être chez soi, un avenir serein pour nos terres et nos enfants. Je vois une énergie débordante chez vous. J'entends que vous êtes un rassembleur, un meneur, et que pas grand-chose vous arrête. Je ne sais pas d'où ça vient ce besoin, s'il est vrai, mais si c'est l'urgence que nous devons prendre les choses en main avant que ce ne soit trop tard, alors on prend la même route. Et je remercie aussi Ameline Ducourtieu d'ODIS pour ses présences au groupe de travail bâtiment qui a travaillé avec Corentin sur les cartographies des acteurs des bâtiments, les référencements du réseau, les référents du réseau, le catalogue des réalisations. Il y a une vingtaine de catalogues à ce jour. Le volet formation qui est essentiel aussi. Les événements valorisant le chanvre. Alors je voulais vous présenter Chanvre Nouvelle-Aquitaine rapidement quand même parce qu'il y a Alain Joly, vice-président, qui nous reçoit aujourd'hui, dont les connaissances et les activités du ministère nous éclairent avec bienveillance toujours sur tous les sujets. Il y a Hubert, notre trésorier, agriculteur, inventeur, constructeur, défricheur de terre et de projets. Grâce à lui, les chanvriers mélois sont le locomotive du savoir, des techniques, des cultures et des transformations du chanvre. Il y a Eddy Fruchard, qui fait partie du bureau aussi, qui travaille sur les bâtiments en terre-paille. Il y a Tiny House, les ossatures bois, qui s'occupent des formations. Il y a aussi dans le bureau Anne Darouzet, secrétaire, Rémi Beausoleil, sur le cannabis thérapeutique, Nicolas Romat, du chanvre de mon père. Moi, je suis président depuis février 2022, c'est mon deuxième mandat. Je continue mon activité agricole de producteur de plantes aromatiques et médicinales en Haute-Vienne, 50 km d'ici, pour les fleurs de chanvre, pour les cannabinoïdes. Je profite de cet événement pour remercier la partie technique aussi, Chaud et Enduit de Saint-Astier, qui accompagne le développement de notre filière depuis ses prémices et qui est un précieux allié. Corentin Hugo, chargé de mission chez Caribati, qui
en charge du développement du volet bâtiment de Chambre Nouvelle-Aquitaine, qui fait un travail formidable sur le groupe de travail bâtiment, qui travaille avec EDIS, que j'ai cité auparavant. C'est un collaborateur précieux, technique, qui s'est synthétisé aussi les informations avant de les délivrer dans un message clair, et ça c'est très important. Clair. Bon, il y a Stéphanie Sauvé qui n'est pas là, qui est aujourd'hui l'animatrice de l'association, dont les connaissances des acteurs fait qu'elle devient incontournable quand on parle du chanvre en Nouvelle-Aquitaine. Grâce à elle, cette filière prend forme, ça ne fait que commencer, et je le remercie encore ici. Donc ici, on a rassemblé quelques-uns des grands acteurs du chanvre en Nouvelle-Aquitaine sur les plus grandes qualités de la plante, la graine, dans son vin allongé, et la paille. La graine, on en tire l'huile, les omégas, les acides gras qui nous aiment, des protéines extrêmement concentrées, facilement assimilables par l'organisme. En ces temps d'avenir où nous devons honorer des animaux que l'on sacrifie pour nous nourrir et limiter la consommation des produits industriels, il paraît impensable de ne pas se tourner vers les protéines végétales, notamment celles du chanvre. Et elle est là près de nous, on l'a trop longtemps négligée. Grâce à nos énergies conjointes, nous espérons que les cantines scolaires et les établissements de santé seront fournis en quantité et en qualité par nos soins. Carbone is dead, me direz-vous? Celui qui pense le contraire s'accroche à une moule comme un rocher que tous les autres ont quitté. Le sable a mis des millénaires pour qu'on puisse le mélanger au ciment et il en manque. Le chanvre, lui, pousse tous les ans. Il reviendra encore tant qu'on en prendra soin de lui et de la terre. Il stocke le carbone. On ne sait pas encore trop chiffrer combien et pour combien de temps. Tout dépend de son utilisation finale. Il ouvre la terre, nettoie les sols, se débrouille seul, sans apport pétrochimique. Il tiendra au chaud dans nos maisons et ira dans l'espace. Et oui, c'est un allié de l'eau, de la chaux et il résiste à l'épreuve du temps. Il a un bon apport dans les matériaux composites non pollués de pesticides pour construire des satellites. On l'espère bientôt, on verra. Oui, il répond à nos besoins de souveraineté, de transition écologique, d'éthique, de protection de l'eau, de développement local par la priorité nationale. Car la priorité nationale n'a pas l'apanage des pensées politiques extrêmes. Penser et organiser pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail et non pas que de la PAC, que des modèles économiques fiables dans le temps s'installent et que main dans la main des entités qui se complètent puissent regarder le même horizon. Alors un exemple, me direz-vous, en 2024, les isolants installés dans les maisons, les bureaux, les bâtiments publics devront comporter 40% des matériaux biosourcés. C'est énorme. Comment s'organise-t-on aujourd'hui dans les maisons, comment s'organise-t-on industriellement pour respecter une loi que nous avons votée? Je ne sais pas encore, je ne connais pas assez tout ce monde pour savoir à quel point nous sommes prêts pour cela. Je me rends compte l'année prochaine que si nous continuons à importer de la chêne de la laine, de Bulgarie, de Roumanie, de Lituanie, alors je me dirais que nous regardons l'horizon, mais on est confortablement assis dans un transat, à siroter une petite boisson sympathique que l'on sait faire ici. Non, je ne souhaite pas ça ni pour nos agris, ni pour les acteurs de transformation, ni pour les artisans, ni pour nos factures d'électricité. Que va subventionner l'État? Les matériaux biosourcés de chez nous? Nous avons un énorme problème aussi. Il existe de la chêne motte labellisée et de la chaux, mais qui va la projeter? Le besoin en formation est immense, il faut commencer ce chantier très vite. Pour finir, nous sommes heureux de vous dire que la CAPEB et la FFB sont maintenant adhérentes sur l'Aquitaine. Ils vont nous aider à trouver des solutions. L'ARFAB, que Corentin représente aujourd'hui, participe aussi au groupe de travail. Nous allons nous rapprocher de construire en chanvre aussi, faire avec eux et avec Interchambre aussi. Aujourd'hui, nous sommes liés avec EDIS et nous en sommes très heureux. Le bonheur se trouve dans la satisfaction du travail accompli, disait Gandhi. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est sur la voie. Une première étape est concrétisée. Et pour moi, le chemin est encore très long. On peut dire que maintenant, on se connaît, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. On est en confiance, c'est essentiel. Je nous souhaite de continuer comme ça. Il paraît que l'important, c'est de durer. Alors, je vous dis à bientôt. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, les chercheurs. Moi je pense que vous êtes, et nous sommes peut-être modestement, nous la petite équipe de l'exécutif politique autour d'Alain Rousset, entouré de tous nos agents, tous les ingénieurs, les techniciens qui nous aident au quotidien à réfléchir. Nous sommes des chercheurs. Nous sommes des chercheurs parce que vous avez toutes et tous compris ici présents en tout cas que il y a une civilisation qui est peut-être en train de s'éteindre, mais on est dans une mouvance qui n'est sans doute pas quelque chose qui est sans doute instructuré, et c'est pas un mouvement éphémère. Il y a 200 ans,
On a développé notre civilisation avec un élément, c'est le carbone fossilisé. Uniquement. Vous connaissez toutes et tous la démonstration de Jean Covici, de nos 600 esclaves pour arriver à des niveaux de vie comme nous le vivons en Occident. Mais tout ça est en train de se refermer progressivement. Et nous sommes addicts. Nous sommes neurologiquement addicts à la consommation. On n'imagine pas un monde dans lequel le développement ne peut pas se déployer. On a du mal à imaginer un monde dans lequel cette fameuse sobriété, cette économie du quotidien qui n'est pas si lointaine, hein, souvenez-vous, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, quand bien même ils avaient des petits salaires, arrivaient toujours à économiser 20 000 par mois. On a perdu ce goût-là. Dès qu'on a 100 balles, il faut les dépenser. Parce que il y a ce consumérisme effréné, ce mimétisme, puisque l'autre y a droit, pourquoi moi aussi je ne pourrais pas l'avoir, la piscine, le grand écran, tout ça ferment d'une société parfois jalouse. Et on est en train d'apprendre que notre monde, et on le sait depuis au moins 1972 avec le MIT, le groupe de Rome, Denis Meadows et ses études, et ses équipes, qui disaient la planète elle est finie. Et on n'était pas à 9 millions d'habitants, 9 milliards d'habitants. La ressource elle est finie. La ressource elle est finie en pétrole, en gaz, en charbon, notre force motrice du quotidien, mais elle est finie en termes biologiques aussi. C'est-à-dire que les chaînes de l'azote, de l'hydrogène et de l'oxygène puissent s'organiser de manière assez résiliente. Il y a quand même une forme de finitude de la biodiversité. On est en train d'apprendre en ce moment que l'eau, qui était a priori en Europe de l'Ouest une ressource absolument inépuisable, non seulement elle est épuisable en termes quantitatifs, mais elle est fragile en termes qualitatifs. Pose des conséquences de santé publique, des conséquences de disponibilité, des conséquences socio-économiques pour les familles, pour les entreprises, pour les collectivités. Tout ce qui a été acquis est en train de se désorganiser. Et puis on découvre aussi que le sable, les granulats, là aussi c'est un monde fini. Que le sable de Loire, qu'on va chercher depuis des siècles et des siècles, il y a une fin à tout ça. Pour reconstituer ces granulats, la géologie mettra des millions d'années. Et que notre horizon de temps, nous, il ne se calcule pas en millions d'années, il se calcule à l'aune d'une vie de 80 ans. Et peut-être de plusieurs générations, mais en tout cas, on est sur une manière d'appréhender le temps de manière séculaire, pas de manière millénaire. C'est pas ce qu'il y aura, puis on s'en fiche. Alors il y a tout ça réorganisé. Et cette histoire que vous êtes en train d'écrire du champ en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs, elle propose cette transversalité. Cette transversalité, ça c'est ce qu'on appelle chez nous dans notre programme Néoterra. Comment permettre la durabilité des ressources et néanmoins leur utilisation, sans trop dégrader nos niveaux de vie. L'équation, il y a déjà au moins 3 inconnus, il y en a bien plus, c'est complexe. Pas évident à mettre en œuvre. Comment allons-nous pouvoir continuer de puiser l'eau sans la dégrader en l'utilisant pour les usages anthropiques, de l'industrie à l'agriculture, des petits sujets en ce moment, en passant par la construction. Et c'est valable pour tous les éléments, c'est valable pour les granulats, c'est valable pour le bois forêt, on en parlait à l'instant avec monsieur sur la ressource en bois, source d'énergie, source de carbone pour nos réseaux de chaleur. Ça aussi c'est épuisable, c'est renouvelable, mais dans un espace-temps qui est finalement assez long. Imaginez, comme Colbert, qu'on va planter des arbres pour les exploiter dans 200 ans, c'est quand même une mécanique à laquelle, dans notre monde consumériste, on n'est plus réellement habitué. Donc il y a notre rapport au temps qui est en train de, on en parlait tout à l'heure, notre rapport au temps qui est en train de changer.
demandiez pourquoi l'agriculture avait tant de mal à évoluer. Parce qu'elle s'inscrit, contrairement au monde de la finance, au monde de l'industrie, dans des cycles qui sont des cycles longs. Mais ce sont les cycles que la nature a toujours imposés à l'homme. Et ça, on a su, par l'artificialisation, par l'hubris de l'homme, essayer de casser un petit peu ces éléments physiques. Et puis on est en train d'être rattrapé. Avec en plus une population en plein développement. On va passer en Nouvelle-Aquitaine de 6 millions d'habitants à 7 millions d'habitants. Comment on va gérer ça? Comment les maires vont pouvoir continuer à accueillir les populations dans des maisons individuelles parce qu'il y a le culte de l'accès à la propriété, qui est un truc hyper légitime, mais avec quelles ressources en eau potable? C'est quelque chose qui n'a jamais été pensé depuis 50 ans. On a fait des lotissements, on a agrandi les zones sans se poser la question de la ressource primaire pour laquelle les civilisations au cours des millénaires ont pensé la chose en premier lieu. Dans nos villages, partout, il y a un point d'eau aussi. Nos villes, nos villages, nos métropoles sont autour de fleuves, c'est bien parce que l'eau permettait d'avoir non seulement la substance nutritive, mais aussi la possibilité de véhiculer des masses lourdes, d'avoir des échanges commerciaux. Donc c'est assez drôle, quand on regarde un petit peu l'histoire de la construction de notre Occident, d'avoir oublié, en l'espace de 50 ans, parce que tout ça est une petite parenthèse au regard des cycles humains, d'avoir tout oublié. Bon, on est en train de tout réapprendre, et cette histoire du champ où on reprend même les apprentissages basiques, les cycles de l'eau, du carbone, comment à la main ou avec des eaux compressées, on peut travailler les matériaux de manière très charnelle. Tout ça est à reconstruire avec une proposition des intérêts multiples, des performances qui sont multiples, protection de l'eau, moins de pesticides dans les champs, succès d'année potentiellement de matériaux minéraux, des économies territoriales à développer avec de l'emploi, sans doute des filières, on en parlait, qui génèrent aussi du sens. On voit bien cette aspiration du retour à la nature, du retour aux espaces ruraux, des citadins souvent très cortiqués. On a des gens très formés qui arrivent aujourd'hui en agriculture. Je suis sûr que c'est la même chose dans les métiers du bâtiment, la preuve. L'ingénieur agro, on a ras-le-bol du ministère et a envie de revenir à la... Non, vous n'avez pas encore dit ça, vous ne pouvez pas pour l'instant. Mais en tout cas, il y a cette question du sens à redonner à nos existences au quotidien. Et cette filière, elle le permet, elle est cruciale. Les avantages sont aussi alimentaires, on n'a pas parlé de ça, mais des ressources nutritives assez évidentes. Enfin, en tout cas, cette transversalité, ces parallélismes sur un tas de sujets nous correspondent exactement à ce qu'Alain Rousset et la région voulons donner comme sens à nos existences à travers l'innovation technologique, même si on est sans doute sur des techniques qui ne sont pas des technologies informatiques, mais il y a quand même une réflexion technologique à mener, de l'innovation autour des coopérations avec les espaces naturels, et puis l'innovation organisationnelle entre les hommes et les femmes sur les territoires. Ça, c'est aussi un truc à penser, on en parlait tout à l'heure, comment repenser les agencements marchands, repenser la redistribution des richesses, les chaînes de valeur, et que tout le monde puisse vivre en équilibre, dans une forme d'harmonie avec les écosystèmes. Bref, on parle d'économie territoriale, c'est vraiment dans ce sens-là que nous voulons engager la région et tous les habitants de la région, mais ça nécessite vraiment de repenser, sans doute de faire en partie le deuil de ce qu'on a pu connaître comme croissance exponentielle et éternelle, d'engager une forme de modestie à l'égard de la planète, de manière individuelle et collective. Mais c'est le sens de notre histoire, on ne va pas y couper. C'est très
documenté par les scientifiques aujourd'hui. On sait qu'on va vers ça. Pour l'instant, on essaye un petit peu de penser qu'on va pouvoir acheter des années 4x4, mais ça va sans doute pas durer très longtemps. En tout cas, il y aura d'autres formes de mobilité à réinventer. L'avenir est devant nous. En disant ça, je ne prends pas beaucoup de risques. J'en ai bien conscience, mais en tout cas, il y a des choses à inventer, à créer, il y a de l'imagination à poser, et ça ne peut pas en tout cas rester un impensé. Et vous en êtes les artisans premiers, merci à vous. Et puis on va continuer, nous, à la région, d'être à vos côtés dans ce quotidien. Il y a tout à rebâtir, le champ du droit, le champ juridique aussi. On l'a bien vu sur les aspects réglementaires, choses à penser avec le système assurantiel, avec la question de garantie décennale, etc. Tout ça est très complexe, mais un nouveau monde, une fin de civilisation, sans doute est en train de se faire jour, et une nouvelle apparaître, évidemment, qu'on va construire ensemble. On espère bien. Merci. Nous allons procéder au droit, donc je passe tout ça. C'est vous qui signez. Tu vas nous parler. Merci beaucoup.